allumer des bâtons d'encens parfumés en guise de prière pour toutes les créatures. C'est avec ce simple geste rituel que commence une nouvelle journée pour Dechen Dolma. Dechen Dolma est une paysanne au village de Kesum à Shannan dans le Tibet. Dans les jours fastes, selon le calendrier tibétain, elle se rend à pied à Yumbalagang, à 15 km pour faire tourner des moulins à prière. Elle s'assure d'une bonne récolte, bonheur et santé. Dechen Dolma a 61 ans cette année. Avant l'âge de 4 ans, elle avait le statut de serre. Dechen Dolma avait 4 ans à l'époque. En 1958, le photographe tibétain Tashi Wangdoe a filmé les conditions de vie de cette famille dans le domaine de Kesum. Avant 1959, au Tibet, les serfs, comme Dechen Dolma, étaient très nombreux. À l'époque, les serfs et d'autres esclaves représentaient 95% de la population locale. Les 5% restants étaient les 3 catégories de seigneurs comprenant les administrateurs, les aristocrates et le clergé monacal de haut niveau. Dans l'ancienne société tibétaine, le pouvoir spirituel avait la primauté. Le pouvoir administratif protégeait ce dernier. Ces deux pouvoirs étaient intimement liés. 那个时候，西藏社会本来现在总体我们都现在是政教合一的封建农奴社会，那个社会下面80%-90%的人都是在那种人身依附关系下面在生存着，在活着。Système ce qu'on appelle féodal, c'est-à-dire que ce qu'on appelle moyenâgeux, la terre n'appartient pas aux paysans, elle appartient aux seigneurs et que effectivement chaque agriculteur doit payer par son travail et voilà, donc du coup il n'a pas d'indépendance. Dans l'histoire de l'homme, le système esclavagiste et celui caractérisé par la dépendance corporelle des serfs remontent très loin dans le temps et exista dans la plupart des régions du monde. Vers le milieu du XVIIe, émergea un nouveau courant idéologique en Europe. Le mouvement des Lumières apporta aux hommes les concepts de droits de l'homme, de liberté et d'égalité. Progressivement, le système esclavagiste et le système du servage furent jugés arriérés et dépassés. L'abolition de l'esclavage commença à se répandre dans certains pays. Avec l'émergence des mouvements luttant pour l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle, les systèmes esclavagistes et négriers furent au fur et à mesure abolis dans les différents pays du monde. Or, jusque dans les années 50, le Tibet était toujours sous la domination féodale d'un régime théocratique. L'ancien système du Tibet reposa sur le chef suprême Dalai Lama et son régent et autres Kulung. Xizang 平均海拔在4000米以上的这么一个青藏高原地区吧，它相对来说还是比较封闭的。这样的话，它的制度的稳定性就有了一个外部的环境。Serré dans les bras de l'Himalaya, le Tibet est une région frontalière dans le sud-ouest du pays. Depuis l'Antiquité, il fait partie intégrante du territoire de la Chine. Il se distingue des autres régions du monde par son relief escarpé singulier, ses us et coutumes uniques, ainsi qu'une ambiance religieuse très marquée. Le paysage paradisiaque est l'image que le Tibet donne au reste du monde. Cependant, peu de gens connaissent son histoire sous le régime esclavagiste théocratique.
Avant 1959, Denchen Dolma et d'autres villageois de Kesum étaient tous des serfs du domaine éponyme. Ils ne possédaient pas de terre et dépendaient du domaine de génération en génération pour subsister. Voici l'ancien site du dit domaine. Aujourd'hui, le domaine n'existe plus. Mais Denchen Dolma ne peut pas effacer les souvenirs d'enfance. Le domaine appelé Shika en tibétain était une sorte de fief que les trois catégories de seigneurs exploitaient dans l'ancienne société au Tibet. Au Xe siècle, le mot Shika fit son apparition au Tibet et fut largement utilisé. Au début du XIIIe siècle, le système de servage fut établi partout dans la région tibétaine. À cette époque, ce système social reflétait la société tibétaine. Le domaine, fief héréditaire, tout comme ceux du Moyen-Âge en Europe, était la principale source de revenus. Il était constitué de terres arables et de la main-d'œuvre entravée, les serfs, qui cultivaient ces terres sans contrepartie. Le domaine de Pala est un domaine seigneurial relativement bien préservé jusqu'à nos jours dans le Tibet. Ici, on peut encore y voir des empreintes du régime esclavagiste et aussi des souvenirs d'enfance de Norba Tsering. En 1945, Nambu Tsering est né en ces lieux. Il est un descendant de la famille Pala. Cette famille a été l'une des plus puissantes familles du Tibet, avec une histoire de plus de 400 ans derrière elle. Quand le jeune maître Norbu Tsering est venu au monde, sa famille possédait déjà 37 domaines, 1000 hectares de terre, 12 pâtures et 14 000 têtes de bétail, sans compter plus de 3000 cerfs. Elle figurait parmi les 12 plus grandes familles aristocratiques du Tibet. De l'autre côté de l'allée, en face du domaine, c'est l'endroit où ces serfs habitaient. Avant 1959, les serfs se divisaient en 3 catégories, Tralpa, Dunchung et Nangsan. Les Tralpa étaient autorisés à cultiver des terres affectées par le pouvoir local, mais ils avaient à fournir des corvées au feudataire du fief. Les Dunchung étaient des anciens métayers tombés en faillite, dont la position sociale était inférieure à celle des Tralpa. Les Nangsan étaient en réalité des esclaves. À sa naissance, Tasang était un Tralpa. Lui et ses parents habitaient au village de Tsangpa à Ningche, en aval du fleuve Yarlung Tsangpo. Il a commencé à travailler au champ à l'âge de 12 ans. La famille vivait des terres du seigneur prise en métayage. En ce temps-là, la famille de Tasang ne disposait que d'outils agricoles rudimentaires. Le rendement était donc très faible. Les 1/3 d'hectares qu'ils cultivaient ne rapportaient, dans le meilleur des cas, qu'environ 500 kg de céréales par an. Malgré les faibles revenus, ils devaient payer de multiples et lourdes charges et taxes.
Voici une scène où l'on voit le paiement de la capitation quelques jours après la naissance d'un jeune cerf. À l'époque, une expression très populaire circulait au Tibet. Les taxes et impôts sont aussi nombreux que les poils d'un yak. On les payait de sa naissance jusqu'à sa mort. À la naissance d'un petit cerf, on devait payer la taxe de naissance. Quand un cerf voulait se faire moine, s'il était jeté en prison ou s'il mourait, sa famille devait payer une taxe appropriée. À l'époque, au Tibet, le nombre de taxes instituées et perçues par les autorités locales s'élevait à 200. Malgré les efforts fournis au cours de l'année, les 5 personnes chez Tasang ne parvenaient pas à subvenir à leurs besoins. En 1953, Alexandra David-Néel, 91 ans, publia à Paris son livre « Le vieux Tibet face à la Chine nouvelle ». Cette grande voyageuse de nationalité française s'était rendue 5 fois au Tibet et raconta avec force, dans son livre, ce qu'elle avait vu et ressenti au Tibet. Elle décrit dans son livre les conditions de vie de nombreux roturiers tibétains comme Tasang. Quand je voyage, je suis vêtu d'une robe tibétaine et je parle tibétain. De ce fait, ils me parlent en toute franchise et me racontent sans se cacher leurs douleurs et leurs peines, ainsi que les multiples taxes et lourdes corvées qui les frappent. Au Tibet, tous les paysans sont des serfs endettés à vie. Il est très difficile de trouver une personne qui s'est acquittée de ses dettes. Ainsi, tous les paysans sont naturellement exploités par le prêt usuraire. Ils sont contraints d'emprunter de l'argent, des céréales ou des animaux à des puissances locales comme le Dzongpon, l'équivalent du maire de district, intendant d'un seigneur de fief ou celui d'un monastère voisin avec des taux d'intérêt très élevés. Et sont au moins égaux au capital. Quand il s'agit d'un emprunt d'argent, le taux d'intérêt s'élève à 10% par mois. Tout comme Alexandra David-Néel le relate dans son livre, la famille de Tasang n'était, aux yeux du seigneur du domaine, que des outils capables de parler. À part les lourdes taxes à payer, pendant les 2 tiers du temps, il devait exécuter gratuitement des corvées pour le seigneur. Ils exécutent partout toutes sortes de travaux de construction de routes, de maisons pour les autorités locales. Toutes ces corvées pèsent sur ces pauvres paysans. Ils ne perçoivent ni salaire, ni nourriture. Ils perdent complètement toute liberté et deviennent de plus en plus pauvres d'année en année. Tibet didn't have any real development since centuries, and even I must say that there was no economic growth. There was even the population even shrank. Yeah, Tibet was very backward. Le système avant 1959, c'est un système très féodal et effectivement avec des problématiques sociales, économiques dramatiques pour la population locale. En fait, dès le milieu du 19e siècle, le système esclavagiste au Tibet commença déjà à s'avérer perturbateur et destructeur pour le développement social de la région. Dans les années 1950, au bout de centaines d'années d'évolution, ce système féodal théocratique a fait fabriquer une société où l'écart entre les riches et les pauvres était extrêmement prononcé. Les 3 catégories de seigneurs et leurs représentants qui comptaient pour moins de 5% de la population
s'était approprié la quasi-totalité des terres cultivées, pâturages, forêts, montagnes, rivières, plages, ainsi que la plus grande partie du cheptel. Les serfs et esclaves représentant 95% de la population, la misère. La famille du 14e Dalai Lama possédait 27 domaines, 30 pâtures avec plus de 6000 serfs. Il détenait à lui seul 167 tels d'or, 95 millions de tels d'argent et plus de 20 000 pièces de trésor et de jade, sans compter toutes sortes de tissus en soie et brocart, ainsi que plus de 10 000 vêtements en fourrure et cuir précieux. Dans la salle d'exposition de l'histoire du village de Kasum, une bicoque spécialement préservée sert à rappeler la scène de la vie quotidienne des serfs sous le système féodal. Pour décrire l'état de vie des serfs à l'époque, dans les annales du village, il est indiqué des chiffres significatifs. Vers le milieu du XVIIe siècle, quand la famille Sourkang a établi son domaine, il y avait environ 80 familles métayères comptant 606 personnes. Mais vers le milieu du XXe siècle, il ne restait que 59 familles, 102 personnes. En 300 ans, la population du domaine a considérablement diminué. 农奴要么死亡，要么逃亡。 L'année où Norbu Tsering est venu au monde, le domaine de Pala atteignit son apogée. À l'époque, son père, Palatashi Wangchug, exploitait avec soin ce domaine ancestral. Or, le comportement de plus en plus pessimiste des serfs inquiétait Tashi Wangchug. 农奴失去了自由，他生活根本就毫无幸福可言，他依附在农奴主身上，他当然不高兴，所以农奴干活，没有劲，那么产出就很低，技术也得不到改良，相应的来说，农奴没有积极性了，那么农奴主他所能得到的收入，也就在不断减少。那个社会就是，他物质 财富的创造能力、技术的更新能力已经丧失，也不可能在这原有同样的土地里面产生更大的那个财富。一个全是文盲或者以文盲占绝大多数一个社会的话，它的生产能力、创造社会的能力或者更新社会的能力都是非常非常低的。再加上旧西藏那个制度上的约束，贵族本人也无能为力。 À l'époque, le Tibet comptait 197 familles seigneuriales de succession héréditaire, dont les 7 ou 8 premières détenaient chacune des dizaines de domaines avec des milliers d'hectares de terre. Malgré leur fortune astronomique accumulée pendant des générations successives dans cette société féodale esclavagiste, ces familles n'eurent rien fait avec cette fortune, à part en jouir pour apporter une quelconque force motrice au développement de la société tibétaine. Au bout de 10 ans d'efforts, avec les richesses accumulées, Tashi Wangchug n'avait fait que rendre ce manoir ancestral plus luxueux. En 1947, 2 ans après la naissance du jeune seigneur Norbu Tsering, son père, Palatashi Wangchug, réussit enfin à atteindre le niveau rêvé de son manoir de Pala. Mais en ce temps-là, il aurait eu du mal à imaginer que quelques années plus tard, le jeune Norbu Tsering et sa mère seraient contraints de quitter cette résidence. Ces photos furent prises en 1936 au Tibet par Spencer Chapman. Spencer Chapman était un journaliste britannique. Il pénétra au Tibet en 1936 avec la mission diplomatique d'Angleterre de Basil Jane Gould. Il raconte ce qu'il a vu et entendu dans un livre intitulé « Lhasa, la cité sainte ». Le Tibet est une société complètement féodale. Hormis ceux qui occupent une haute position dans la société, tout le monde doit se montrer servile. Le chef de tribu, les commerçants à succès et les couturiers étaient tous déjà là, la tête baissée. Chaque fois qu'on leur donne une instruction, ils hochent la tête tous ensemble. Au Tibet, tirer la langue est une marque de respect. Retenir profondément le souffle pour ne pas salir l'air au passage des vénérables
et naturellement une plus grande marque de respect à leur égard. Quand une instruction est donnée, les serviteurs doivent répondre et à haute voix « Oui, Seigneur », tout en retenant leur souffle. Cela produit un effet réellement comique. Cette scène que Spencer Chapman décrit dans son livre traduit bien la hiérarchisation de la société tibétaine sous le système esclavagiste. Avant le milieu du XXe siècle, le code pénal en 13 articles et le code pénal en 16 articles, qui ont été en vigueur durant des centaines d'années au Tibet, divisaient à l'aide des règles juridiques les gens en 3 catégories et 9 niveaux. Les êtres humains sont divisés en 3 catégories, soit les catégories supérieures, intermédiaires et inférieures. Chaque catégorie comporte aussi 3 niveaux différents. Comme les êtres humains sont regroupés en catégories et différents niveaux, leur vie n'a donc pas la même valeur. La vie d'une personne de la catégorie supérieure coûte la valeur de son poids en or, alors que celle d'une personne de la catégorie inférieure ne vaut qu'un bout de corde d'herbe. Tsering Lamo était une Nangsan à sa naissance. Comme ses ancêtres, elle était au plus bas niveau des serfs. Elle ne possédait aucun bien et était une esclave sans aucune liberté. À l'âge de 6 ans, elle a commencé à exécuter des corvées. Malgré la bassesse de son statut social, elle pouvait vivre avec sa famille et être choyée par ses parents. Un jour de 1938, l'année de ses 12 ans, Tsering Lamo a soudain été informée qu'elle avait été vendue par son seigneur à un autre domaine à 100 km plus au nord. 지도 니기 박배 수샤욕다 배샤 틴데치 비쟁알라 테테 인다 아말 신다니까 가이다 구야 가이메 다 니초르 꾸엔제틴 구마 먹고 때티 마시트 그미 룽글 인준다 구마 그 때티 마시트 후다바다제 뒤센도 럽쇼제 당줄쇼 용의 쇼게티 암다 직투 틴티네 À l'époque, une maxime populaire tibétaine disait « Les parents nous ont donné la vie, mais notre corps appartient aux nobles. Quoique nous ayons la vie et un corps, nous n'avions pas le droit d'être nous-mêmes. » Dans le domaine, Tsering Lamo a fait la connaissance de Phuntsok Lundrup, qui avait aussi le statut de Nangsan. 아니 그 중간날이야 유거단 샤제 중간날 미신다지에 따르 머주제 미신다지에 따르 머주 인종때 코님 지숨 예수 도도도 지죽도 거다 징글레바 지제 소적제 때니 마티제 소제지 스케점네 수여가 추보가 내가 돈냐바 어두스한테 관나도 전 15도. En ce qui concerne les tortures pratiquées dans la société tibétaine avant le milieu du XXe siècle, le tibétologue canadien Tom Grunfeld donne cette description dans son livre. Lors de sa visite à Guangzhou, une dame anglaise a vu un suspect être fouetté en public. Puis, on l'a déshabillé complètement, l'a attaché à un col de montagne. En une seule nuit, le malheureux est mort de froid. Une autre expatriée britannique qui vivait au Tibet depuis 20 ans raconte qu'elle a vu d'innombrables scènes d'énucléation et d'amputation de membres. Vers la fin des années 40, un autre expatrié dit que dans tout le territoire du Tibet, on peut voir partout des personnes mutilées aux bras et aux jambes pour avoir commis un vol.
Toya Drata, Kalen Loya, Mewal Loya, Kalen Loya, Nanyeda Abamando. Kakai Mewal Kalen Lon, Tendo Kakai Mewal. Did you some lunal, or do some get some lunal? That thing, I'm Pinjita, Yam to do Mogojita, Gibucha, Kazarish, Doina, any man Yaman to Sivanal, Chinto sort bego mewas, Nazo sort bego yvos. Just on tongue and sort major each house sort major and on tongue in there. Les Sers au Tibet souffrent d'une cruelle exploitation. Pourquoi ne se rebellent-ils pas? Je leur ai posé cette question. Contre toute attente, leur réponse a été « Dilaizai ». Cela signifie que c'est causal. Ils sont persuadés que la souffrance qu'ils subissent dans cette vie est un châtiment pour les méfaits qu'ils avaient commis dans la vie antérieure. Se résigner à la misère dans la vie présente leur permet de racheter leurs crimes. It seems that the pre-existing Tibetan society was effectively a feudal theocracy dominated by landlords and lamas. C'est une théocratie, ce qu'on appelle, totalement. Donc, une théocratie, c'est-à-dire le pouvoir est à la religion. Un tel système d'oppression faisait que les gens peut-être craignaient d'autant plus l'autorité et des familles et de la religion, et donc ne pouvaient pas aller se rebeller ou en tout cas exiger des droits. 有个很重要的因素，就是他的精神、宗教的影响，这是根深蒂固的。 Sur la carte du monde des années 50, le Tibet était la plus grande région du monde encore régie par un système esclavagiste féodal théocratique. Ce système arriéré et sauvage foulait aux pieds de façon grossière la dignité de l'homme et entravait sérieusement le développement et les progrès de la société tibétaine, si bien que le Tibet était mis à l'écart de la civilisation moderne. En 1952, le jeune seigneur Norbu Tsering du domaine de Pala a été contraint de quitter son père. Il allait quitter le domaine. La belle et talentueuse Ladrone, la mère de Norbu Tsering, était une esclave du domaine chargée de la vinification. Son père n'avait pas pu résister à ses charmes. Or, la famille s'opposait à cet amour. Après des années de protestation, il avait fini par se soumettre en épousant une demoiselle d'une famille aristocratique de Gyeongje. Il avait donné Ladrone en mariage à l'intendant du domaine. Norbu Tsering, à 7 ans, a ainsi perdu son statut d'aristocrate. Lui et sa mère ont été chassés du domaine de Pala. Ce qui les accompagnait dans leur départ était l'impuissance et la faiblesse qu'ils ressentaient au fond de leur cœur. Dès lors, les souvenirs du domaine de Pala se sont évaporés. En tant qu'unique descendant de la famille Pala de Gyeongje, l'ancien jeune seigneur Norbu Tsering est aujourd'hui un villageois de Paljarlumpo. Il habite une maison à étage à proximité du manoir de Pala. Il est aussi un éleveur spécialisé dans les bovins du district de Gyeongje. 길상기 신부주 소화된 내면 팔에 뭐냐고라 팔라시게미 군주 소화체는 더러움으로 망도가로 도 도시 누리 등심은 뜬다 같이 중내 소소라는 여보 기부 채월는 Après avoir quitté ses parents à l'âge de 12 ans, Tsering Lamo a travaillé pendant plus de 20 ans au manoir de Wenchob. Aujourd'hui, ce manoir est dans un état lamentable. Tsering Lamo est désormais une nonagénaire. Après sa retraite, elle a continué à habiter le district de Nedong,
préfecture de Shannan. Elle vit maintenant avec ses 4 enfants sous le même toit. Son petit-fils aîné s'appelle Migmar Tsering. Il a 28 ans cette année. Il travaille dans la fonction publique à la préfecture. 我也知道，不只是我奶奶一个人，但是那个时期的95%的都是那农奴，然后他们可能过着就是牛毛布的生活。我奶奶那个时期就说是一无所有，但到我这个时期就说是应该是应有尽有的。 Pour la jeune génération comme Migmar Tsering, le plus important est le présent et le futur. À leurs yeux, c'est là où réside toute la signification de l'histoire. Tous les jours, avant le petit déjeuner, Daba Dawa lit des sutras. Quoique récemment son mal aux jambes se soit aggravé, il n'a jamais négligé ce rituel. Daba Dawa a 76 ans cette année. Il est moine au monastère de Tashi Lumpo. Il y vit depuis environ 70 ans. Construit en 1447, le monastère de Tashi Lumpo est le plus grand du genre dans la préfecture de Shigatse. Tashi Lumpo signifie « monceau de gloire ». En 1948, Daba Dawa est arrivé dans ce temple à l'âge de 8 ans. Avant, il était serf au district de Ladze et exécutait du matin au soir des corvées pour le seigneur du manoir. Au début, s'il avait voulu venir au temple, c'était juste pour pouvoir manger à sa faim. Les amis de Daba Dawa fuyaient petit à petit le domaine. Un jour, au petit matin, il s'est lui aussi enfui du monastère et a couru en direction de sa famille. Or, dans la panique, Daba Dawa n'avait que 8 ans, rappelons-le, a oublié le chemin de sa maison et a fini par être retrouvé. Il a reçu des coups de fouet comme punition. La majorité des amis de Daba Dawa étaient venus au temple en tant que serfs Monaco. Avant 1959, quand une famille comptait 3 garçons, l'un d'eux devait obligatoirement rejoindre le monastère en tant que serf monacal. Les moines de ce statut ne pouvaient pas entièrement se livrer à la pratique du bouddhisme, mais devaient exécuter de multiples travaux. Ces moines, issus des familles de serfs, venus pour remplir leurs obligations, étaient les plus nombreux dans ces sanctuaires bouddhistes.
Selon les statistiques, en 1959, le Tibet comptait 114 925 moines. Les moines représentaient le quart de la population masculine du Tibet, une proportion qui dépassait de loin celle du clergé en Europe au Moyen Âge. Ce très grand nombre de personnes ne participaient pas à la procréation ni à la production, ce qui appauvrissait sérieusement les ressources de la société. À l'époque, au Tibet, tous les moines n'étaient pas au même niveau non plus. La vraie vie au temple, pour Daba Dawa, ne différait pas de ce qu'il avait vécu en tant que serf. La puissante force monacale contrôlait tout. Certains menaient une vie royale, d'autres une vie de chien. Même s'ils étaient dans le monastère, les moines ordinaires pouvaient aussi à tout moment subir des tortures, voire la peine capitale. À l'époque, dans certains temples, il y avait non seulement des menottes, des chaînes, des bâtons, mais aussi des instruments de torture. Sous la théocratie, les temples n'étaient plus d'authentiques sanctuaires dédiés à la pratique du bouddhisme, mais une forteresse réunissant en elle de nombreuses fonctions, comme la célébration des activités religieuses, le contrôle du pouvoir local, l'exploitation économique, la formation des forces armées, l'exercice du pouvoir judiciaire. Pour réussir la liturgie dans de bonnes conditions, nous avons un besoin urgent des intestins frais d'un homme, de 2 têtes d'homme, de différents types de sang et de l'intégralité de la peau d'un homme. Nous espérons que ces objets nous seront livrés immédiatement. Telle est la lettre écrite par les autorités locales à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du Dalai Lama en 1950. Edmund Candler, correspondant du Daily Post, pénétra à Lhasa avec des troupes britanniques et nota ce qu'il avait vu et entendu dans un livre intitulé « Le visage dévoilé de Lhasa ». À présent, le peuple vit encore à l'ère médiévale. Cela est non seulement vrai dans le système gouvernemental, leur religion, leur inquisition, leur sorcellerie, leur incantation, leur enfant réincarné, leur torture à feu et huile bouillante, mais aussi dans tous les aspects de la vie quotidienne. J'ose dire que dans l'histoire mondiale, c'est sans précédent que cette pratique opiniâtre et ténébreuse se dévoile si soudainement devant la science. Jusqu'à la libération pacifique en 1951, il n'existe pas une seule école moderne au Tibet au sens propre du terme. Le taux d'analphabétisme parmi les jeunes s'élevait à 95%. Pas de médecine moderne. Implorer le ciel et Bouddha était pour la plupart des gens la principale solution pour soigner les malades. L'espérance de vie de la population se limitait à 35 ans et demi. Il n'existait qu'une petite centrale électrique de 120 kW réservée exclusivement à l'usage du 14e Dalai Lama et d'une toute petite poignée de privilégiés. Certains prétendent qu'avant 1959, dans leur vie quotidienne, les Tibétains ordinaires avaient tant de thé au lait qu'ils ne parvenaient pas à tout boire. Ils avaient plein de viande et de légumes de toutes sortes. Mais une enquête menée en 1940 dans la région est du Tibet montre que 38% des familles n'avaient jamais bu de thé, 51% n'avaient pas les moyens de s'offrir du beurre et 75% étaient parfois contraintes de se nourrir d'herbes bouillies avec des os de yak mélangés avec de la farine d'orge, d'hiver et d'haricots. Mais aucun témoignage sérieux ne fait état de ce Tibet paradisiaque. Bon nombre de faits prouvent qu'au milieu du XXe siècle, l'ancien régime théocratique tibétain touchait déjà à sa fin. L'ancien Kulun du gouvernement local du Tibet
plus tard élu vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Ngapoi Ngawang Digme, a dit ceci. « Je m'en souviens, dans les années 40, j'ai discuté plusieurs fois avec des amis intimes de la crise que subissait l'ancienne société tibétaine. Nous estimions tous que si cela continuait, en peu de temps, les serfs allaient tous finir par mourir et les nobles ne pourraient plus subsister. Toute la société serait détruite. » 封建农奴制度，特别是到了这个20世纪50年代，它真是成了一种西藏社会的最大的阻碍力。如果不把它推翻，西藏的一切进步都无从谈起。Ça soulève des questions. Comment on a pu laisser à un endroit sur la planète, à ce moment-là, un tel système? Printemps 1959, Denchen Dolma, 4 ans, aurait dû commencer à exécuter ses corvées 2 ans plus tard. Tsering Lamo, 33 ans, portait toujours le manteau que sa mère lui avait donné. Tasang, 28 ans, vivait une misérable vie d'esclave. Cela faisait 7 ans que Norbu Tsering, 14 ans, n'avait pas revu son père. Le moine Daba Dawa, 19 ans, exécutait toujours du matin au soir des travaux dans le monastère.